justement, qui est une représentante Innu, qui m'a parlé d'un petit quelque chose que je trouve formidable, qui va nous aider à mettre la table un peu, à avoir une perspective sur la discussion ce soir. Mélissa, tu me parlais de narrativité, la différence entre la narrativité occidentale et celle autochtone. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu la différence entre les deux. Il ne faut pas oublier que chez les Premières Nations, l'oralité a une place super importante. Il faut que je réussisse à transmettre un savoir autochtone d'une façon que les non-autochtones vont être capables de la digérer et de l'intégrer dans leur vie. Et l'oralité dont je te parlais tantôt, ça passe même du début des temps. Quand on a créé le monde, l'histoire qu'on m'a racontée, moi, ça venait de la Bible. Alors, et Dieu créa le monde, le donna à l'homme et lui dit, va, prends, répands-toi, mange des poissons, mange la viande, au buffet. Et chez les Premières Nations, notre manière de nous raconter des histoires était très différente. Nous, et on est tombé du ciel, on a été posé sur la terre dans un grand radeau, on est obligé d'aller chercher la terre sous l'eau et de créer les îles, les territoires, les continents. Et donc, on appartient à la terre. Donc, on a une relation avec la terre. Et juste ces termes-là, ça change complètement la relation de la discussion. Parce qu'il y en a un qui dit, tu as 4 poteaux, tu as un titre de propriété quand je dis mon territoire. Tu as l'autre relation qui dit, le bon territoire, comme je vais dire ma mère, ma soeur, c'est la relation qu'on y a. Donc, quand je vais vous parler de mes droits territoriaux, est-ce que vous allez entendre cette responsabilité-là, cette relation à la terre-là? Probablement pas. Vous allez entendre quand on bloque des routes, quand on se met devant la police pour interdire le passage d'industrie. Donc, juste quand je dis mon territoire, on part déjà dans 2 concepts complètement différents et l'oralité, la narrativité est complètement différente. Et même, on parlait d'espoir tantôt. Donc, dans l'idée de l'espoir, je dis, cette même Bible dit qu'à la fin, il va y avoir les 4 chevaliers de l'Apocalypse, puis ça va être la fin des temps, puis là, on va être divisé entre ceux qui vont en enfer, ceux qui vont au paradis. Et bien, dans notre oralité à nous, il n'y a pas de livre qui finit. C'est continuellement des histoires parce qu'on se les raconte continuellement. Il n'y a pas de fin. Donc, encore aujourd'hui, on est tout le temps dans un geste d'espoir. On a tout le temps la main tendue pour travailler avec l'autre, malgré l'histoire commune qui n'a pas été super winner. Parce qu'il n'y en a pas de fin. Il n'y en a pas de terminaison de cet univers-là. On va toujours continuer. Il faut juste pouvoir améliorer ce qu'on va faire. Puis quand je regarde l'autre oralité, l'autre manière d'écrire les histoires, ben, j'ai vu du monde déçu à l'an 2000 quand ça n'a pas pété. Puis là, ils ont espéré en 2012, quand c'était le 21 décembre 2012, que ça allait être la fin du monde Inca. Et ça a été la première mobilisation Idle No More. Donc, c'était plutôt une révolution autochtone. Donc, vous comprenez comment on engage l'avenir. Donc, il n'y a pas de fin. Tu sais, on n'attend pas la fin du monde. On n'attend pas que ça va péter. On n'attend pas qu'on se mette tout en mode zombie et qu'on se mange les uns les autres. Présentement, on pense aux 7 futures générations et on ne peut pas arrêter de penser à ces 7 futures générations-là. Donc, on ne peut qu'être dans la recherche de solutions et dans la collaboration. Fait que là, depuis quelques années, on travaille ensemble, puis on n'arrête pas de chercher des pistes, mais ça demande souvent qu'on doit se parler pour comprendre ces termes-là et pour pouvoir réintégrer les idées qui viennent des sciences autochtones. Ce sont des sciences humaines, ça vous appartient. Mais malheureusement, votre réalité ne vous a peut-être pas permis de garder ces histoires-là. Donc, en partageant ces savoirs-là, on vous donne des solutions de transition climatique, des solutions qui incluent pas seulement changer le climat, ça inclut aussi la justice sociale. Parce que présentement, moi, c'est pour ça que je suis ici. C'est pas pour uniquement sauver la planète. La planète, elle peut se sauver toute seule sans nous. Mais moi, je veux m'assurer que dans ces catastrophes climatiques qui s'annoncent, une justice sociale va être garantie. Parce que vous pouvez être sûr que quand il va y avoir justement des situations extrêmes de climat, les femmes, les enfants, les personnes de couleur, les personnes pauvres sont les premières personnes à subir on peut le regarder juste présentement dans les Barbades. Qui c'est qui reste pogné sur l'île et qui c'est qui peut s'en sauver? Il y a vraiment une distinction, puis c'est souvent aussi basé dans des injustices sociales telles que le racisme, la discrimination. Et vous comprenez qu'en changeant notre narratif commun, on va trouver des solutions que des fois on ne pourra pas trouver uniquement dans un livre. Qui existent, par exemple, sur le territoire, sur des territoires qui sont différents. Parce que les problèmes qui se passent au Brésil présentement ne sont pas exactement les mêmes problèmes
qui va se trouver au Canada. Et ces injustices qu'on va trouver dans ces deux endroits-là, c'est drôle et ça ressemble beaucoup. Il y a beaucoup de discrimination envers les peuples autochtones. Fait que, quand on parle de se raconter des histoires, tu comprends que ça double souvent le besoin que j'ai d'expliquer les choses et que ça peut être un peu des fois des enjeux qui sont difficiles à installer. L'atmosphère m'a quand même permis de venir rencontrer beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu, qui veulent trouver des solutions, mais c'est pas facile parce que c'est toujours une rencontre après l'autre. Sauf que, en vous racontant ces histoires-là, j'espère qu'elles rentrent dans votre cœur beaucoup plus que si je vous avais donné le livret d'instructions. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Mélissa. Donc, la narrativité, cette histoire que l'on se compte et qu'on est maître de cette histoire. Et ce qui est le fun aussi, c'est dans notre territoire actuel, il y a des belles choses qui se passent au Québec. Et, il faut partir sur le positif. Hein? Je pense que c'est ça qui rassemble, c'est ça qui nous donne l'énergie de continuer d'y croire, puis même d'en donner un petit peu plus, parce qu'on le sait qu'au bout du compte, c'est la piste victorieuse à suivre. Monsieur Patrick Bonin de Greenpeace, je sais que toi, au niveau de l'observation de ce qui se passe au Québec, beaucoup de choses positives, la mobilisation est quand même assez exceptionnelle et j'aimerais ça que tu nous en parles un peu plus. Ben oui, merci. Merci d'être là, premièrement. Et en fait, j'écoute parler du Québec dans un contexte mondial où on voit les nouvelles, on voit les constats scientifiques et souvent on oublie, face à l'ampleur de ces constats-là, à quel point il y a également de la mobilisation et à quel point c'est également possible de changer le cours des choses. Je reviens 10 ans en arrière. 2009, c'était la conférence des Nations Unies à Copenhague. On était censé avoir l'entente internationale qui allait tout régler. Et finalement, on n'a rien eu. Ce fut un échec incroyable. Tout le monde est sorti de cette conférence des Nations Unies déprimé. On venait de manquer notre coup complètement. Il y a eu un vacuum incroyable et le Québec, dans son unicité, a créé quelque chose d'incroyable qui était le 22 avril 2012. Vous avez Dominique Champagne ici qui était là, les autres acteurs étaient là aussi. Ce fut au Québec la plus grande manifestation dans le cadre du Jour de la Terre de l'histoire du Québec essentiellement. 250 000 personnes qui se sont retrouvées dans la rue pour revendiquer justement la protection de l'environnement, protection des changements climatiques, en fait lutte contre les changements climatiques, protection de la biodiversité, contre le plan Nord. Et là, vous aviez des gens de toute la société civile qui, pour une des premières fois, venaient appuyer ce mouvement-là. Là, tout le monde s'est dit 250 000 personnes dans la rue, ça y est, tout est réglé, on va réussir à changer le Québec. Le PQ est rentré au pouvoir. Non, c'est vrai. Tout a foiré. Non, c'est pas vrai. Je laisserai Daniel en parler. Mais en fait, et là, on s'est rendu compte que malgré ça, ben, c'était une belle manifestation, mais c'était pas fini. Et là, vous avez eu la science qui est arrivée, le rapport en 2013 du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, sort un rapport à tous les 7 ans qui fait l'état de la science. On est où au niveau des changements climatiques? Et pour la première fois, il était très, très clair. Les changements climatiques, ça existe. C'est sûr que c'est les êtres humains. Ils sont responsables en grande majorité des changements climatiques. Et attention, les impacts sont extrêmement préoccupants. Et la science était tellement claire en 2013 qu'à partir de ce moment-là, les climato-sceptiques, on ne les a plus entendus dire « ça n'existe pas les changements climatiques ». On les a plus entendus dire « c'est une invention, c'est de la force de l'être humain ». Vous en avez encore quelques-uns, mais la science était tellement solide et les États n'avaient tellement plus le choix de reconnaître ça qu'on est rentré dans une nouvelle réalité où, oh, même les climato-sceptiques, même les pétrolières qui financent ces gens-là, se sont retrouvés à ne plus pouvoir nier l'existence des changements climatiques. Ils ont plutôt décidé de nier et tenter de nier le fait qu'il faut rapidement réduire nos émissions et le fait que les impacts vont être catastrophiques. Donc, au lieu de dire les changements climatiques n'existent pas, ils ont dit « Ah, c'est pas si grave, ça va pas arriver si vite, on a du temps, 100 ans pour la transition. » Exactement. Donc, ils ont changé leur discours, mais à partir de là, vous avez tous les gouvernements et la société civile qui ont compris que, un instant, on a un problème. Et là, on est en 2013, et tous les pays travaillent pour arriver à une entente à ce moment-là internationale, parce qu'en 2009, ça avait planté, l'entente internationale qu'on aura éventuellement à Paris en 2015. Vous avez en 2013 et 2015 des mobilisations partout à travers la planète. Je ne sais pas si vous en souvenez, en 2015, il y a eu 400 000 personnes dans les rues de New York qui sont sorties pour demander de la justice climatique avec les Premières Nations, entre autres. Et partout sur la planète, ça se produisait. Qu'est-ce que ça l'a fait, ça? Ça l'a mis la table pour la rencontre de Paris en 2015. Cette rencontre-là visait à ce que pour la première fois, l'ensemble de tous les pays de la planète
s'entendent pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, pour prendre des objectifs. Même les pays en développement, la Chine, l'Inde, allaient à Paris et devaient prendre des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, ce qui n'était pas le cas avec Kyoto, par exemple. Donc, première fois que tous les pays doivent s'entendre et d'arriver avec des cibles. Et première fois également qu'ils doivent tous proposer des cibles de réduction de gaz à effet de serre, parce qu'avant Paris, on s'en allait théoriquement vers un réchauffement planétaire de 5 degrés Celsius. Et là, tous les pays, parce qu'il y a eu de la pression de la part, et on en a eu ici avec des manifestations, 50 000 personnes, 25 000 personnes dans les rues de Québec. Je ne sais pas si vous savez, mais 25 000 personnes dans les rues de Québec, c'est à peu près l'équivalent de 2 millions de personnes dans les rues de Montréal. Si on compare... Un peu. Mais, comme vous avez vu ça, vous avez eu la même chose à Ottawa, un petit peu partout. Et là, tous les pays ont commencé à se doter de cibles de réduction de gaz à effet de serre, à s'engager. Et là, on est passé, théoriquement, d'un réchauffement de 5 degrés Celsius à 3 degrés Celsius en quelques mois. Théoriquement, parce que ça, c'est si tous les pays font ce à quoi ils se sont engagés. Et là, vous avez compris, l'accord de Paris, tout le monde l'a signé. C'est quoi l'objectif? Maintenir le réchauffement planétaire nettement sous les 2 degrés Celsius, le plus possible près de 1,5 degrés Celsius. Et pourquoi? Parce que les pays en développement, les pays les plus vulnérables, ils ont dit, si on ne limite pas le réchauffement à 1,5 degrés Celsius, nous, on perd notre nation. On perd, que ce soit des Premières Nations, que ce soit des États insulaires menacés par l'augmentation du niveau de la mer, on va devoir déménager. C'est une question de survie pour nous. Ce n'est pas une question d'argent pour nous. On veut que ce soit inscrit à 1,5 degrés Celsius. Et là, tout le monde a dit « Oh, c'est la première fois qu'on parle d'1,5 degrés Celsius, ou presque, on s'engage à 1,5 degrés Celsius. Qu'est-ce que ça veut dire 1,5 degrés Celsius? » Les pays se sont entendus pour dire « On ne sait pas vraiment, on a besoin de plus de science. » Et là, ils ont commandé un nouveau rapport de science. Vous avez toujours ça. Évolution de la science, évolution de l'opinion publique, évolution des politiques. Et ce nouveau rapport-là, je vous fais un petit accéléré, est arrivé en 2018. En 2018, à l'automne 2018, après qu'au Québec, on ait eu un été caniculaire avec 8 périodes de canicule, dont une meurtrière, près de 100 morts au Québec, avec des inondations également qui avaient eu lieu. On est arrivé à l'automne passé avec des gens, des citoyens, qui pour la première fois, on dit qu'il n'est pas question qu'on laisse aller les élections québécoises sans se mobiliser. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont créé La Planète s'invite au Parlement. Puis on a eu la CAQ. Et on a eu la CAQ. Mais, tu auras la chance de revenir là-dessus, M. PQ. Donc, ce qu'ils ont fait, première manifestation, 300 personnes, fin août à peu près. Et là, en même temps, vous avez Greta Thunberg, qui est en Suède, qui lance une initiative par elle-même, qui dit « Moi, je vais faire la grève pour le climat, je ne vais pas à l'école, ça n'a pas d'allure, j'ai pas d'avenir, ça me donne absolument rien de faire en sorte que je vais à l'école, si on n'est pas capable de s'en sortir, si on ne lutte pas contre les changements climatiques. » Donc, vous avez ce mouvement mondial qui est parti au même moment, qu'ici au Québec, des gens ont commencé à manifester à toutes les semaines, et ça a augmenté au point tel que la première manifestation après les élections de la CAQ, il y avait 50 000 personnes dans les rues de Montréal, organisées par des citoyens. Et ça, 50 000 personnes, vous avez, ouais, je pense qu'il faut les applaudir. Tout de suite après, vous avez le pacte qui a été lancé par Dominique Champagne et plein d'autres personnalités et des scientifiques. Et 280 000 personnes ont signé le pacte pour la transition au Québec. Et là, vous avez le gouvernement Legault qui est arrivé les mains vides en élection, qui a dit, son premier discours, « Je reconnais qu'il y a une urgence climatique. On va devoir en faire plus sur les changements climatiques. Ça devient une priorité qu'on rajoute à notre agenda. » Il est sûr que s'il n'y avait pas eu de mobilisation, ça ne se serait jamais passé. Est-ce que c'est une finalité? Loin de là. Est-ce qu'il va falloir talonner ce gouvernement? Évidemment qu'il va falloir continuer à le faire. Mais vous avez cette mouvance où au Québec, on a eu des mobilisations qui ont fait en sorte qu'un gouvernement élu sans plateforme environnementale s'est senti obligé de changer son programme. Et après, ce n'est pas terminé. Vous avez 400 municipalités au Québec maintenant qui ont adopté une déclaration d'urgence climatique parce que des citoyens et citoyennes se sont présentés dans leur conseil municipal, ont dit « On est en urgence climatique, il faut agir ». Ça, c'est plus de 7 millions de personnes qui sont représentées par ces gens-là. Vous avez donc cette émergence-là, même au niveau municipal, au niveau gouvernemental, au niveau évidemment des citoyens à travers le pacte, au niveau également d'une nouvelle donne, qui sont les étudiants. Il y avait près de 150 000 personnes dans les rues de Montréal le 15 mars dernier.
Ces gens-là ont embarqué dans une mouvance internationale, plus de 1200 événements à travers le monde, dans plus de 100 pays le 15 mars dernier. C'était la plus grande manifestation climatique par des jeunes, clairement, de l'histoire. Et là, ils ont décidé de remettre ça cet automne. Le 27 septembre prochain, les étudiants s'allient à la planète s'invitent au Parlement qui avait organisé la grande manif qui a fait bouger M. Legault. Ils le font en pleine période électorale avec Greta Thunberg, qui est l'initiatrice de ce mouvement de grève internationale. Ils attendent, il y a plus de 3000 événements dans ils sont rendus dans 1200 villes, 120 pays, le 27 septembre prochain. Et à Montréal, ça va être la plus grande manifestation à travers la planète cette journée-là. Ça risque d'être la manifestation la plus importante au Québec. Et on sait que ce ne sera pas une finalité, on sait qu'il faut lancer un message très clair. Les syndicats sont avec nous, les 400 groupes communautaires qui ferment leurs portes le 27 septembre, il va y en avoir beaucoup plus. Au moment où on se parle, c'est 400. Il y en a d'autres, il y a des commerces même qui à tous les jours disent « Nous, on va aller manifester ». Donc, vous allez avoir énormément de gens qui, dans pleine campagne électorale, lancent un message très clair que les changements climatiques sont importants. Et ça, il va falloir que ça se répercute par la suite dans les votes également, que les jeunes aillent voter, que les gens aillent prendre position, parce qu'on a une réalité où, dépendamment de qui va être élu aux prochaines élections, ça peut clairement changer, ça peut clairement nous amener dans une dynamique qu'on a eue pendant 10 ans avec Harper, où on a perdu 10 ans, et là je ne suis pas en train de faire l'apologie des libéraux, croyez-moi, mais regardez ce qui se passe, il faut agir, et on sait qu'après le vote, il va falloir continuer à se mobiliser, peu importe qui va être le gouvernement au pouvoir, et si ça ne vient pas de la base des citoyens, malheureusement, on ne peut pas avoir confiance que ça va changer. Donc je voulais vous... Ça, c'est bien dit. Merci beaucoup, Patrick. Ouais. On voit la mobilisation, justement, citoyenne. Mais là, j'aimerais interpeller mon cher Daniel Breton, ancien ministre de l'Environnement. Daniel, on sait que les citoyens portent action, se mobilisent, mais ce n'est pas seulement les citoyens qui doivent prendre action. Donc, au niveau de la réalité des choses, je sais que tu étais un petit peu mitigé tantôt. Là, en fait, moi d'abord, j'étais député ici. Là, ici, c'était le comté de Sainte-Marie-Saint-Jean. Donc, j'étais souvent ici. Moi, j'ai grandi dans le bas de la ville. Mon père et ma mère, mon père a travaillé 40 ans dans une usine pas loin d'ici. Ma mère a travaillé 35 ans dans une usine pas loin d'ici. Je suis quelqu'un qui vient du milieu ouvrier. C'est terre à terre, on va dire ça de même. Fait que quand j'entends des gens qui craignent la transition énergétique, qui craignent ce qui va se passer pour leur job, je l'entends. L'usine à mon père a fermé ses portes et déménagé au Mexique. L'usine à ma mère, eux autres ont déclaré faillite, ils ont coupé une partie de la pension. C'est certain que quand je vois des gens qui travaillent dans des industries qui sont menacés par le changement de paradigme, la transition énergétique, je l'entends très fortement. Les gens d'Alberta qui craignent de perdre leur job, je le comprends ce qu'ils vivent. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on laisse faire les choses? Absolument pas. Mais il faut qu'on accompagne ces gens-là. C'est clair. Le militantisme que j'ai fait au fil des ans, parce que, voyez-le ou non, mais moi, je veux dire, j'ai été l'élu à l'Assemblée nationale qui a organisé le plus de manifs pour l'environnement dans le fil des ans. Dans le temps, là, je disais, appelle Breton, lui, il va t'organiser une manif. C'était quasiment clé en main. C'est pas comme un Sept-Îles-Lavalin des élections, là. Mais j'organisais beaucoup de manifestations pour le climat, pour les transports, pour Orford, pour le Chevrolet, pour Alaska, pour Kakuna, etc. Et bref, ça faisait en sorte que je voyais comment c'était militer, et j'ai milité beaucoup, et aujourd'hui, je continue à militer, mais différemment. Aujourd'hui, je suis sur le conseil d'administration d'un organisme qui s'appelle l'Association des véhicules électriques du Québec, qui organise une centaine d'événements par année partout au Québec pour parler d'électrification des transports. On ne parle pas juste de voitures électriques, on parle de camions, d'autobus, de bateaux, de scooters, de motos, etc. Et ça fait en sorte que moi, je côtoie énormément de gens, que ce soit de simples citoyens, que ce soit des élus municipaux ou que ce soit des entreprises. Et ce que je vois en électrification des transports, c'est extrêmement inspirant. Parce que il y a des hommes et des femmes qui essaient de construire de leurs propres mains des camions, des bateaux, des autobus pour faire en sorte qu'on se débarrasse de notre crise de dépendance aux énergies fossiles. Excusez si je sac, mais je suis tanné. L'émotion. Ça fait 25 ans que je parle de ça. Tu sais. Et
Et je vois des gens qui sont des militants, des entrepreneurs, des ingénieurs, des scientifiques, des chercheurs, des patenteux qui disent, y a-t-il moyen, avec toute cette énergie renouvelable qu'on a là, toute cette fierté de dire, écoutez, s'il y a un des endroits dans le monde où on pourrait se sortir plus facilement de notre dépendance aux énergies fossiles, c'est le Québec. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est facile. Pantoute, il ne faut pas raconter des histoires au monde, là, ça ne sera pas facile. Pour des raisons technologiques, mais aussi pour des raisons qu'on dérange beaucoup de monde quand on parle de faire un changement de transition énergétique. Je veux dire, il y a des gens qui ont mis beaucoup d'argent pour mettre ma tête à prix lorsque j'étais ministre de l'Environnement. Puis Dominique Champagne, puis Patrick Bonnet, puis Karel, puis Mélissa. Moi, je ne sais pas pour vous autres, mais je peux vous le dire, moi j'ai reçu des menaces de mort, j'ai été attaqué physiquement, j'ai été attaqué dans les médias. Ça aussi, c'est la réalité d'être militant. Il n'y aura pas de facile, comme disait Claude Ruel. Tu sais? Chris, mais ce que je peux vous dire, c'est que je vois des choses extraordinaires au Québec, des gens passionnés, passionnants, inspirants, que ce soit dans l'électrification des transports, que ce soit dans les énergies renouvelables. Éric Ferland, le travail qu'il fait ici depuis des années, écoutez, c'est remarquable avec des moyens, des bouts de chandelle. Il faut le souligner, ça mérite un applaudissement. Mais là où je veux en venir, c'est que ne faut pas non plus se compter d'histoire. Okay? Lorsque j'étais au gouvernement, moi je disais, j'en parlais avec Patrick et avec d'autres, je leur disais, on a besoin de monde dans la rue. Les gens comme moi, là, on a besoin de monde dans la rue. Parce que s'il n'y a pas du monde dans la rue, il n'y a pas de pression pour changer les choses. Fait que les citoyens ont besoin d'élus à l'Assemblée nationale et au Parlement à Ottawa et à Montréal et dans toutes les municipalités. Ils ont besoin de gens allumés et qui vont faire en sorte de faire avancer les choses dans la bonne direction. Mais les gens à l'Assemblée nationale et à la Chambre des communes, ils ont besoin des gens dans la rue. Il faut qu'on alimente et qu'on donne de l'énergie à ces gens-là. Parce qu'il n'y a rien qui va faire en sorte que la tâche de nos adversaires va être plus facile que notre passivité. Moi, à un moment donné, je me souviens, j'avais dit dans une vidéo en campagne électorale en 2012, j'ai dit, si vous pensez que vous allez mêler, que vous allez rester assis chez vous pendant 4 ans rien faire en pensant que vous allez tout faire tout seul, vous verrez en couleur. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que c'est un travail de tous les instants. Comme au hockey, faire une métaphore de hockey, cela dit, c'est un travail d'équipe. C'est pas Daniel Breton, c'est pas Patrick Bonhomme, c'est pas Dominique Champagne qui va faire ça tout seul. Il y a des moments, c'est tellement difficile qu'on peut en faire des burn-out. Parce que je connais de mes amis. Moi, j'ai fait un burn-out il y a 10 ans. Ben, tu sais, j'en connais une couple qui ont mangé une maudite claque, là. Et des gens en électrification des transports, mais des gens dans l'environnement aussi. Ça veut dire qu'il faut qu'on se serre les coudes. Qu'à un moment donné, quand tu sens que ton chum est brûlé parce qu'il travaille 70-80 heures par semaine pour essayer de changer le monde, tu gardes. Va t'asseoir sur le banc, c'est le temps de l'autre ligne. Super. Ça va faire du bien. On a besoin de faire ça ensemble. Tout à fait, ça fait un lien quasi parfait. Puis quand... Je vais terminer là-dessus. Oui, terminer. Okay, on termine là-dessus. En terminant, ce que je veux dire, là, c'est que moi, je vais être dans la rue le 27. C'est certain. Je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup d'autres ministres ou anciens ministres qui vont être dans la rue. Mais ce que je peux te dire, c'est que moi, je vais être là parce que j'y crois, parce que malgré les embûches, malgré la marque que j'ai mangée, on a eu des belles victoires. Tu sais, la victoire du Suroît, la victoire d'Arabasca, les gaz de schiste, on en a gagné des batailles. Ça veut dire qu'il y a moyen de changer le monde, il y a moyen de changer les choses, mais ça va se faire en gang, en équipe. C'est pour ça que le 27, il faut qu'on soit là, mais après ça, ça va continuer. Merci. Merci, Daniel. Gentiment, je tourne mon regard vers M. Karel Méran, directeur général de la Fondation d'aide du Québec. Et justement, d'aller ensemble, de se supporter, on sent qu'il y a une pression énorme sur les gens. Ça peut être lourd aussi à porter. On parle d'éco-anxiété de plus en plus. Et on est aussi amené vers... il y a l'espoir qui est présent chez nous. L'espoir qui nous allume, qui nous permet de continuer. Donc, on est comme un petit peu dans une balance entre des fois un petit peu déprimé, des fois plein d'espoir. Puis comment on peut gérer ça, cette ambivalence? Je vais faire un petit détour. Je vais prendre la balle où Mélissa l'avait laissée
sur la question des... On a besoin d'un récit de l'avenir qui est autre chose que la destruction de la planète. On a besoin de travailler parce qu'on vit de l'éco-anxiété. Je pense que tout le monde qui est ici, probablement qu'on en vit à des degrés divers, à des moments divers. Et puis, c'est une émotion qui est paralysante. Et souvent, ça nous referme sur nous-mêmes. Et l'antidote à l'éco-anxiété, c'est de se mettre dans un mode d'action. Puis pour se mettre dans un mode d'action, on a besoin d'avoir un projet. Ce projet-là, c'est un récit de l'avenir. Donc l'espoir, pour moi, j'étais en tournée pour notre livre Demain le Québec il y a 1 an et demi, puis quelqu'un me demande oui, vous parlez beaucoup d'espoir, mais qu'est-ce que c'est l'espoir pour vous? Ouais. Et j'avais pas de dictionnaire proche. Et puis là, je dis, l'espoir, c'est de l'amour qu'on projette dans l'avenir. C'est l'amour de nos enfants, c'est l'amour du monde dans lequel on vit. C'est la volonté, pas seulement de préserver ça, mais de construire quelque chose de beau. Et j'aimerais vous proposer un genre de récit d'avenir comme ça, parce que je pense qu'on en a besoin, mais je vais faire un petit retour dans le temps. D'abord, je suis très heureux de vous accueillir au Parc Jean-Drapeau, parce que je suis vice-président de la Société du Parc Jean-Drapeau, donc j'ai toujours l'impression que c'est un petit peu chez nous ici. C'est un peu mégalomane de même. J'ai une espèce de grosse boule dans mon terrain. Puis, mais il faut juste essayer de comprendre où est-ce qu'on est aujourd'hui. Okay? L'île sur laquelle on est, c'est l'île qui a été créée avec toute la terre qui ont sorti de la roche pour creuser le métro de Montréal, qui a été faite en 6 ans. Écoute, en 6 ans à Montréal, dans les années 60, on a fait, je sais pas, quelque chose comme 30 stations de métro. T'sais, là, on a de la misère d'en faire 4 en 30 ans. En fait, ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu de station de métro inaugurée à Montréal. Hein? Là, on va en avoir la ligne bleue, supposément. Donc, on était tellement capotés à l'époque qu'on s'est dit, on va faire une exposition universelle dans le Saint-Laurent. Bon, aujourd'hui, on ne ferait plus des îles artificielles dans le Saint-Laurent, je vous le concède, mais on est sur une île qui a été imaginée et qu'on a construit avec un métro qui a été imaginé et qui est aujourd'hui un de nos plus grands joyaux. Tout ça pour dire qu'à cette époque, puis on a fait une exposition universelle ici en pleine guerre froide, à un moment où on avait peur, on était quelques années à peine après la crise des missiles de Cuba, où on avait eu peur qu'il y ait une guerre nucléaire, qu'on détruise la planète. Okay? Donc, c'est déjà arrivé par le passé. En passant, et où Moscou était supposé tenir l'exposition universelle de Montréal, et ils l'ont cédé à Montréal. Ah, ils l'ont cédé à Montréal, et puis ils sont venus. D'ailleurs, c'est très drôle, les 2 pavillons soviétiques américains étaient chaque bord de la rivière, puis parce qu'ils avaient séparé par une rivière, parce qu'ils ne pouvaient pas les mettre même sur la même île, c'est pour vous dire. Mais on a réussi à faire ça à Montréal. Et l'Expo universelle Terre des Hommes, c'était un message où on essayait de se créer un récit de l'avenir. Puis à l'époque, il y avait comme cette idée-là de progrès ou d'optimisme, avec tous les défauts qu'on avait à l'époque, mais l'idée là-dedans, ce que j'essaie de vous amener, c'est que c'est pas interdit de rêver, et tout démarre toujours par le rêve. Parce que l'île sur laquelle on est aujourd'hui, elle a été créée, parce qu'il y a du monde qui ont décidé de la créer. Le métro de Montréal, ça a été créé. Et les droits humains, ça a été inventé, ça a été créé. L'égalité des hommes et des femmes, ça a été inventé, ça a été créé. L'économie dans laquelle on opère en ce moment, qui est en train de nous étrangler et de détruire la planète, elle a été inventée, elle a été créée. Tout ça, c'est des inventions humaines. Et souvent, on les prend comme si c'était des fatalités, puis on a l'impression que l'avenir se referme. Alors, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est de dire non. On ne va pas faire de compromis sur l'avenir. On n'est pas ici pour sauver la planète, on est ici pour bâtir une société juste. On est ici pour bâtir un monde qui est viable. Et il y a quelques années, j'avais fait une tournée avec Gabriel Nadeau-Dubois, Jean-Martin Hossan et d'autres qui s'appelait Faut qu'on se parle. Et j'étais allé me promener, faire des assemblées de cuisine un peu partout sur le territoire du Québec. On a fait, je pense, quelque chose comme 150 assemblées de cuisine en 6 semaines. C'était complètement capoté comme idée. Mais quand j'allais chez les gens, puis je les écoutais, puis c'était le fun parce que c'est la première fois de ma vie que ma job, c'était d'écouter plutôt que de parler. Bon, on est tous des parleux, nous autres.
Et les gens avaient beaucoup d'espoir et beaucoup de cœur. Et à la fin de ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire pour rapailler tout ça et publier un livre, ou en fait le recueil de toutes ces idées-là. Et là, il est venu l'idée fantastique, je ne sais pas qui pensait à ce titre-là, dans la gang, on était 9 co-auteurs, mais le livre s'est intitulé « Ne renonçons à rien ». Alors, c'est juste ça que je veux vous dire, ne renonçons à rien. Merci beaucoup, Karel. En effet, hein, on renonce à rien, on peut se permettre d'espérer, mais le faire aussi dans l'action. Monsieur Champagne, le pacte, hein? En 1967, aux États-Unis, il y a eu un spectacle marquant. Moi, je suis un gars de théâtre, je ne devrais pas être ici normalement aujourd'hui. J'ai comme eu une espèce d'éco-anxiété, m'a fait bifurquer vers la question du réchauffement climatique. En 1967, il y a un spectacle marquant dans le théâtre américain qui s'appelle Paradise Now. C'était à l'époque où Jim Morrison pouvait chanter « We want the world and we want it now ». On a connu l'été de l'amour ici, on l'a célébré fortement. On croyait dans l'espèce du début d'un temps nouveau. Hein? Il y a eu une chanson populaire ici, c'était le début d'un temps nouveau. Quelques années plus tard, il y a un film marquant dans l'histoire du cinéma américain qui s'appelle Apocalypse Now, qui marque la fin de ce grand rêve, de cette utopie où on croyait effectivement qu'on pouvait changer le monde. Et je pense que nous, on est les contemporains de ces deux réalités-là. Et le monde, l'époque qu'on vit aujourd'hui, je le dis en toute sincérité, je ne veux pas faire un show avec ça, je pense qu'on vit le moment historique où on va assister à la décision, la victoire de la démocratie qui va nous ramener vers l'espérance que le paradis sur Terre est possible, ou bien la victoire des intérêts puissants qui tirent un profit indu présentement de l'exploitation des ressources communes de la Terre et qui mènent à la dégradation. Et ça fait 40 ans, on va faire 40 ans en novembre prochain qu'il y a eu le premier sommet international sur le réchauffement climatique. La science nous informe depuis 40 ans de cette réalité-là. Et visiblement, la science, qui a connu une espèce d'apothéose dramatique il y a un an avec le rapport du GIEC du 8 octobre 2018, où les scientifiques nous disent, pour la première fois de l'histoire du GIEC, les scientifiques sortent de leur devoir de réserve, ils font de la politique. Dans leur rapport, ils disent, nous avons 12 ans, donc d'ici à 2030, pour procéder à un changement radical de nos manières de faire. Ça, c'est la conclusion principale de l'étude, de milliers d'études sur le climat. Et il y a des raisons de croire que, si on croit dans la science, que la raison nous dit qu'il y a quelque chose qui ressemble à l'apocalypse, qui se prépare, en fait, qui est déjà en cours. Et nous, on est les contemporains de ça. Mon père était, souvent je dis, mon grand-père est né dans un monde où on pouvait boire l'eau à même le ruisseau. Moi, j'ai 3 enfants, je suis très conscient du fait que je vais léguer en héritage à mes fils un monde où c'est plus possible. C'est même plus possible de croire qu'on puisse boire l'eau à même le ruisseau. On est les contemporains de ça, et visiblement, ce qui se passe présentement, malgré les appels de la science, malgré la connaissance qu'on en a, on ne peut plus plaider l'ignorance, même si les pétrolières, pendant longtemps, ont voulu saboter, nourrir le déni, nourrir le doute, le climato-scepticisme. On arrive aujourd'hui à la croisée des chemins où, la semaine prochaine, ça faisait 1 an cette semaine, le 10 septembre, que le secrétaire général des Nations Unies, dans une conférence à San Francisco, dit « Il nous reste 2 ans pour agir. » Là, il sentait que le rapport du GIEC était sur le point de sortir, et il dit « Visiblement, les gouvernements n'y arrivent pas. La grande industrie n'y arrive pas. Le deal qu'il y a eu à Paris il y a 3 ans, là, on n'est pas en train de le réaliser, et j'en appelle à la société civile. J'en appelle aux étudiants, aux scientifiques, aux hommes et aux femmes de bonne volonté de la planète entière pour que la volonté populaire qui croit dans la science et qui croit qu'il est important d'agir en impose aux politiques. » Et le Québec, à cet appel-là, 3 semaines après, on est le 10 septembre, le Québec, démocratiquement, élit au pouvoir le parti politique qui est considéré par les groupes environnementaux comme le pire parti. Et force est d'admettre que notre système démocratique parle. Et c'est là que la volonté populaire met ce parti-là au pouvoir. Mais la démocratie ne se limite pas, comme vous le savez, à une journée où on va voter.
Et donc, on est le 1er octobre. La CAQ est élue. Le 8 octobre, les scientifiques nous sortent leur rapport. 3 semaines après, on lance le pacte. Et 3 jours plus tard, on est 50 000 personnes dans la rue. Depuis un an, la société civile a réussi à imposer l'urgence climatique à l'agenda médiatique et à l'agenda politique. Ça, c'est indéniable. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je suis d'accord avec tout ce qui se dit là. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des raisons de désespérer, puis je pense qu'on a un devoir de nourrir l'espérance. On ne peut pas se dire c'est la fin de tout, sinon on va s'en aller au bar au lieu de se faire une conférence. On va se faire un party jusqu'à ce que mort s'en suive. Et peut-être que dans une couple d'années, on va dire finalement, il reste juste à aller au bar. Je ne veux pas exclure cette option-là, mais ce que je sais, et on peut le célébrer, là, tous les grands projets énergétiques mortifères au Québec depuis 12 ans, à part un, on les a tous arrêtés. Et qui les a arrêtés? La volonté populaire. Au cœur de cette lutte-là, Rabaska, l'invasion des gaz de schiste, toute la saga qu'on a connue, Kakuna, Anticosti, Énergie-Est, on les a tous arrêtés. C'est donc dire que la démocratie, la volonté populaire, en dépit de ceux qui nous gouvernent, peut arriver à imposer le respect, à nourrir l'espoir et à faire en sorte que le message relayé par la science puisse imposer le respect. Maintenant, aujourd'hui, qui ici pense que la situation va s'améliorer dans les 10 prochaines années? Il y a toujours 4-5 idéalistes, là, je donne des faits. Mettons, vous n'êtes pas pire aujourd'hui. Qui pense que la situation va vraiment empirer? Généralement, c'est assez représentatif. Il y a une espèce de consensus à l'effet qu'on pense que ça va empirer. Qui ici croit dans la démocratie? Ah, c'est pas si mal d'être enthousiaste. Qui pense que nous autres ici, on peut changer quelque chose? Alors, regardez ce qui se passe. Okay? Ça, c'est un phénomène, là, je fais le test à toutes les fois. Alors, à la démocratie, il y a comme toujours une seconde d'hésitation. Puis là, oui, je crois dans la démocratie, alors que notre pouvoir à nous, aujourd'hui, il n'est pas altéré. On y croit encore. S'il y a quelque chose de magique dans le fait qu'on croit qu'on peut changer quelque chose. Et là, c'est historique, il faut que ça se passe. On n'est plus en train de dire « reconnaissez l'urgence climatique ». Moi, je me suis pointé, je vais vous faire une petite confidence, là, je me suis pointé dans le bureau de François Legault 2 jours après le lancement du pacte, 2 jours avant la manif de 50 000 personnes, et je lui ai dit « Monsieur Legault, si je suis dans votre bureau aujourd'hui, c'est parce que j'ai 3 fils, et que je présume que vous n'avez pas eu le temps de lire le rapport du GIEC qui est sorti le 8 octobre, mais les scientifiques nous disent qu'on a jusqu'en 2030 pour agir. Et moi, ayant 3 filles, je vais être capable de les regarder dans les yeux en 2030 et dire on a fait le maximum pour y arriver. Et j'étais très content de l'entendre 3 semaines plus tard dans son premier discours à l'Assemblée nationale dire je ne pourrai pas regarder mes 2 fils dans les yeux sans avoir répondu à l'urgence climatique. Seulement, qu'est-ce que le premier ministre Legault, qu'est-ce que le premier ministre Trudeau en ce pays ont fait depuis que l'urgence climatique a été imposée à l'agenda médiatique et politique? À peu près rien. Et ça n'est plus le temps des discours, ça n'est plus le temps de l'inaction. C'est le temps de dire, si on reconnaît l'urgence climatique, maintenant ce qu'on veut, c'est que quelque chose se passe. Et il y a déjà quelque chose qui se passe dans nos comportements individuels. Vous êtes ici aujourd'hui parce qu'il y a du monde, des artisans, des producteurs, des citoyens qui ont à cœur de changer les comportements, de se bâtir autrement, de se nourrir autrement, de se transporter autrement. Ça existe déjà. C'est pas une vision de l'esprit, là. Ça existe. Mais, donc, il y a des progrès. On fait des progrès. Mais la catastrophe, la dégradation va plus vite que les progrès qu'on fait et c'est ça qui joue présentement. Paradise Now ou Apocalypse Now? Et ce qui va en imposer, on est en élection, là, le choix du prochain gouvernement fédéral est déterminant. Le gouvernement du Québec est en train d'essayer d'étudier la question pour accoucher d'un plan qui va viser à atteindre des cibles qui sont déjà pas à la hauteur, mais quand même, on va présumer qu'il y a une bonne volonté au gouvernement d'être en rattrapage sur leur ignorance qui les a portés au pouvoir. Ben, je ne veux pas dire ça de même, je n'aurais pas dû dire ça de même, mais ce que je veux dire, c'est que tant au point de vue politique, de la politique fédérale que de la politique du Québec,
Il y a des enjeux importants et la volonté politique n'ira pas plus loin que la hauteur à laquelle la volonté populaire va s'exprimer. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si on a des gestes à poser, il faut sortir le 27 septembre. Il faut, j'ai un cadeau pour vous, la plus haute autorité morale qui s'est levée debout sur cette terre pour nous parler, pour imposer l'urgence climatique. C'est une jeune femme qui avait 15 ans il y a un an, qui en a aujourd'hui 16 ans, qui, je vais le donner à quelqu'un d'entre vous, là, qui vient d'écrire une espèce de recueil de sa pensée. C'est un livre de 32 pages, de 31 pages. Elle dit « Rejoignez-nous ». Et cette femme-là est à New York présentement à l'invitation de Guterres, qui, un an après avoir lancé son appel à la société civile, a invité les chefs d'État à se réunir à New York. Pourquoi? Pour mettre des solutions sur la table, mettre des plans sur la table. Et l'autorité morale qui va leur faire la leçon, c'est Greta Thunberg, qui dit « Rejoignez-nous ». Et Greta Thunberg a considéré qu'il se passe suffisamment quelque chose au Québec ou à Montréal pour nous faire l'honneur de sa visite le 27 septembre. Moi, j'ai lancé l'appel, quand le Canada s'est retiré de l'accord de Kyoto, j'ai lancé l'appel à ce qu'on se rassemble le 22 avril 2012, au jour de la Terre, tout le monde. On était 250 000, ça c'est le chiffre de Pat. 250 000 à Montréal. Il y avait aussi aux îles de la Madeleine, à Rouyn-Noranda, à Sept-Îles, dans le bout de Rimouski. On a fait sonner les cloches de presque 900 églises ce jour-là, à 2 heures. Et il y a eu au moins 50 000 personnes ailleurs. Alors, on était 300 000 à prendre la rue le 22 avril 2012. Et le 27 septembre prochain, il faut battre le record. Ouais. Il faut propager l'importance du moment. Je peux parler pendant des heures. Alors, je vous invite à être là le 27 septembre. Je vous invite à signer le pacte pour ceux qui ne l'ont pas fait et à faire signer le pacte. On dit que ça prend 3,5 d'une population pour pouvoir opérer le changement. On est 281 000. Le 3,5 de la population du Québec, ça serait quelque chose comme 294 000. Donc, on est à 12-13 000 signataires d'avoir atteint le point de bascule. Alors, signez le pacte et faites signer le pacte. Troisième et dernière chose. Dans l'urgence, on a pris beaucoup sur nous depuis un an, les individus, de faire notre part, notre juste part. La première partie du pacte dit, OK, comme individu, je m'engage à faire ma part. La deuxième partie du pacte dit, je vais faire ma part, mais j'exige que les pouvoirs publics fassent leur part. Pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. On va sortir dans la rue pour réclamer des plans concrets, des décisions, des lois, des projets convaincants qui vont être décisifs pour qu'on puisse faire en sorte d'être fiers comme peuple en 2030 et dire « on l'a fait ». À New York, la semaine prochaine, le Costa Rica va se pointer le Maroc va se pointer en disant « nous, on est en voie d'atteindre nos cibles ». Le Québec ne sera pas capable de le faire. Le Canada ne serait pas capable de le faire. Je pense qu'avec le potentiel qu'on a, on est capable de le faire. On est capable de dire « We want the world and we want it now ». On est capable de réactiver le grand rêve de la terre des hommes et des femmes qu'on a pu vivre ici à l'été 67. On est de cette étoffe-là. On a fondé notre modernité énergétique dans les années 60 sur 2 valeurs fondamentales. Une énergie propre et le partage de la richesse. Ça, c'est ce qu'on est. Ça, c'est tout le contraire du projet pétrolier canadien. Je vais finir là-dessus. On veut poser des gestes concrets, on veut exiger des politiques importantes. On a aussi le devoir d'exprimer notre refus dans des grands projets qui peuvent tous scraper l'ensemble de nos efforts individuels. Il y en a un qui est en cours au Québec, c'est le projet du gazoduc de GNL Québec, qui veut transporter du gaz de schiste qui nous vient de l'Ouest américain, le grand boom gazier. Okay? Le projet, là, c'est que Trump et compagnie, même avant, il y a un boom gazier important. Ils veulent le liquéfier pour l'amener en Europe, pour sortir les Russes de l'Europe et prendre le contrôle du marché gazier. Et ça, ils veulent le faire avec l'usage de notre électricité propre à leur profit. Il faut dire non au projet de GNL Québec. Il y a un geste clair qu'on peut poser, c'est exprimer notre refus. Il y a une pétition en ligne, on va sortir cette semaine une vidéo, alors je vous invite à signer le pacte, on va vous relayer le message mardi matin prochain. De regarder la vidéo, de vous informer. Il y a des gestes qu'on peut poser individuellement et parmi ces gestes-là, c'est pour refuser des grands projets énergétiques mortifères, comme on a été capable de le faire au Québec. GNL a tiré les leçons de ce qui a fait échouer toutes leurs avancées dans les derniers projets. Ils travaillent, ils saupoudrent, ils échangent. Hier, Henri Jacob d'Action Arboréale disait qu'ils sont en train de donner des petits bouts de miroir aux municipalités pour les Autochtones pour pouvoir les acheter en échange du pipeline, du gazoduc qu'ils veulent leur passer. Il faut dire non. Alors, exprimez votre refus, signez la pétition contre GNL, soyez dans la rue le 27 septembre, puis signez le pacte. Merci.
inspirant. C'est inspirant, c'est rassembleur, ça construit notre vision, ça change notre histoire, ça donne le goût de mobiliser et de continuer. J'ai la superbe Stéphanie qui est à l'autre bout, juste ici. Qu'est-ce que ça vous fait réagir? Je vous invite, s'il y a des gens qui veulent réagir, poser des questions, à regarder Stéphanie, puis faire... je vois un monsieur là ici. Prendre le micro. Alors, j'espère que tout le monde va bien m'entendre. Vous êtes représentant de différents organismes et en fait, je reçois, moi pour ma part, plusieurs courriels à peu près chaque matin de divers organismes. Ma question est, à quel niveau on coordonne tout ce beau monde-là et qui fait la job? Est-ce qu'on confie la job de coordination de l'ensemble des organismes à Éric Ferland, à Harvey Mead ou au pape François? Monsieur Breton, à qui parce qu'il y a Équiterre, il y a Développement épais, il y a Mme Roy qui est ici, il y a Mme Frappier. Il y en a combien d'organismes? Il y en a peut-être une cinquantaine. Est-ce qu'il y a un lieu commun où, en quelque part, il y a des gens qui se concertent pour aller dans un sens qui est à peu près le même, ou peut-être pour un peu voir comment il y a une coordination qui s'établit entre les organismes sur une base hebdomadaire ou quotidienne ou annuelle? Écoutez, je vais vous dire une chose. La réalité, c'est qu'il y a 24 heures dans une journée et que la quantité d'énergie et de militants qu'il y a est limitée. Et je peux vous dire qu'on est plusieurs d'entre nous à s'être épuisés à mener des batailles avec des bouts de chandelle face à des gens qui avaient des moyens infiniment plus grands que les nôtres. On a mis sur pied des coalitions, une sur le gaz de schiste, la coalition Québec-Kyoto à l'époque dans la bataille du Suroît de Rabaska. Moi, je pense qu'il serait utopique de croire qu'on mettrait sur pied une coalition pour faire toutes les batailles, parce que d'abord, il y a différentes batailles. Il y a la bataille du climat, il y a la bataille des mines, il y a la bataille des forêts, il y a plein de batailles différentes. Moi, je pense que des coalitions ad hoc qui peuvent se faire, peuvent travailler très bien. À partir du moment où les acteurs sont de bonne volonté, moi, je pense qu'on a mis sur pied de bonnes coalitions. On a fait de la maudite bonne job, là, je veux dire, au fil des ans, là, vraiment. Fait que je pense pas que le pape François va avoir le temps de faire ça. Mais Harvey Mead, je pense qu'il n'a plus l'âge de faire ça, on va se dire les vraies choses. Mais avec des gens comme Patrick, comme Karel, comme Dominique, moi il y a ma gang à l'AVEC, tous les gens de l'électrification des transports, c'est certain qu'on peut faire du travail extraordinaire. Mais souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que ce qui fait que des coalitions se créent, c'est qu'il y a une crise qui surgit. C'est-à-dire que même au sein des groupes écologiques, on a beau vouloir faire de la prévention, l'éveil se fait quand on a le gun sur la table. C'est malheureux à dire, mais c'est souvent comme ça. GNL Québec, Rabaska, Suroît, Bécancour, Anticosti, mon Dieu. Et les exemples, là, c'est souvent, malheureusement, c'est souvent ça qui se passe. Bon. Ça prend une crise, il faut que ça nous pète dans la face, que tout à coup, on se réveille et on se mobilise. Je vais simplement conclure en disant, remercions Éric Ferland. On a au moins cet endroit-là pour le faire. Et là, on l'a à différents endroits. Parce que, on est un peu tous dispersés. Et moi, mon endroit annuel l'est ici. Sinon, avec la coalition, avec Mme Sauvé. Mais on est tous un peu dispersés. Et bravo, Éric. C'est une bonne job, Éric. C'est une grosse job. C'est pas très payant en plus, là. Bravo, Éric. Je vais juste ajouter un petit quelque chose parce que je l'entends souvent cette question-là, je l'entends quelques fois par l'année. Comment est-ce qu'on pourrait mieux coordonner? Des fois, il y a des gens qui devrait créer une super organisation écologiste, tout ça. La grande force de notre mouvement, au Québec en particulier, je ne sais pas dans le reste du pays, mais certainement au Québec, c'est qu'on a un écosystème qui est très diversifié, avec des liens très, très forts et des organisations qui, très rapidement, en fait, au Québec, on est capable, là, il arrive un enjeu, là, on vire sur un 17, on passe une coupe de téléphone, on appelle Dominique, on dit « Battez-moi, on se parle combien de fois par jour? » Ce temps-là, c'est comme ça. Et on réussit à travailler ensemble, les organisations, d'une façon qui peut-être n'est pas visible pour vous. Mais c'est pas rare, moi, que, par exemple, on a besoin d'écrire un mémoire. Là, mettons, chez nous, on n'a pas le temps parce qu'on est sur un dossier. Oups, c'est quelqu'un chez Équiterre qui prend la balle, ou c'est quelqu'un d'autre.
Puis là, OK, on se divise les tâches, on mobilise. Et au bout du compte, notre force de frappe est beaucoup plus forte. Mes collègues au Canada anglais rêvent d'avoir la capacité de mobilisation qu'on a au Québec et le degré de collaboration qu'on a entre les organisations et le fait qu'on soit capable, avec quelques coups de téléphone, de mettre je ne sais pas combien de dizaines de milliers de personnes dans la rue. Et ça, c'était même avant que les mouvements citoyens se lancent, la planète s'invite, Extinction Rebellion, Fridays for Future, tout ça, pour le futur Montréal. Et fait qu'on est juste encore plus fort qu'on l'était il y a un an, c'est qu'on est devenu monstrueusement fort, mais il ne faut pas penser que parce qu'il y a une multiplication des initiatives, qu'il n'y a pas de cohésion et de coordination dans le mouvement, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça serait dangereux, je pense, de tout mettre nos œufs dans le même panier, parce que ce qui fait notre résilience et notre force, c'est justement notre diversité, la diversité des tactiques, la diversité des points de vue, la diversité des organisations et des personnes. Donc, il y a une grande richesse là-dedans. Moi, je voudrais en premier remercier la maman qui est là avec ses 2 enfants. Parce que, oui, sérieusement, quand on regarde dans une mobilisation où est-ce qu'on a des faiblesses, c'est souvent quand on regarde qui est absent. Puis souvent, c'est les mamans, c'est les aînés. Ils sont où nos nouveaux citoyens dans la mobilisation environnementale? Ils sont où les Premières Nations? Puis pourtant, on est reconnus comme des gens qui se mobilisent énormément pour l'environnement. Donc, quand on se pose cette question-là, déjà, on répond vers où on doit aller mettre notre énergie. Et quand on donne cette voie-là, après ça, tu libères chez les gens un désir d'énergie, de mobilisation. Je le pense sincèrement parce que, genre, tu sais, autour des chaises, finalement, OK, il manque un petit peu de filles. Ça veut dire qu'il faut plus de filles qui portent les voix. Mais sincèrement, je ne serais pas sur cette scène sans les gars qui sont là. Parce que quand je suis arrivée, moi aussi, c'était une mobilisation citoyenne. C'était avec l'énergie du désespoir, 2-3 poignées de plumes, puis beaucoup de conviction. Mais on s'est tellement fait renforcer, on s'est fait donner des informations, comment parler dans les médias. On a voyagé ensemble dans les sables bitumineux, fait que j'ai pu voir de mes propres yeux les injustices climatiques qui se vivaient au Canada chez les communautés. Mais si, justement, cet empowerment-là ne m'avait pas été donné il y a 7 ans, je ne serais peut-être pas assis ici aujourd'hui. Donc, la mobilisation, c'est pas juste de se rencontrer le 27, quoi qu'on va tout y être, puis on va prendre le métro parce qu'on n'est pas fou. Et c'est de se rendre compte que ce qu'on donne comme énergie aux autres, je me touche pas, là. Ce qu'on donne comme énergie aux autres, c'est pas juste quelque chose qui est perdu, c'est quelque chose qui est investi. Et présentement, il y a encore beaucoup de choses qui manquent dans le milieu environnemental et c'est souvent des cas de justice sociale de base. C'est même le fait que hier, mon mari était malade, est allé en observation à l'hôpital et je me demandais, est-ce que je vais manquer le panel? Comment je vais faire? Est-ce que je vais amener mes enfants et ils vont courir sur la scène? Ce qui me faisait me dire ça, c'est est-ce qu'il y aura une tolérance lieu par rapport à des enfants qui courent partout? Parce que je sais que dans le milieu autochtone, nous autres, les enfants, ils sont garochés partout, puis ils trippent, puis on se pose pas la question, mais je sais que dans le milieu non autochtone, c'est pas aussi bien présenté ou toléré. Donc, il y a un changement de mentalité tranquillement parce qu'on essaye de libérer les mères de famille, on essaye de donner une voix aux nouveaux citoyens parce que juste dans l'accessibilité à la nature, puis le partage de la responsabilité de la protection de l'environnement, est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un de Montréal-Nord qui a des projets de loi 21 puis des chartes des chartes d'identité québécoise à se battre contre, va pouvoir libérer du temps pour aller défendre l'environnement. Donc, des justices sociales de base, des fois, ça va être des citoyens qui ne sont pas concernés, mais qui vont libérer de l'énergie pour qu'après ça, on puisse se mobiliser en groupe. On puisse être 400 000, 500 000, justement, à la prochaine marche. Puis, à un moment donné, même plus marcher, parce qu'on va être tellement partout dans les sphères de décision que ce ne sera même plus une question de se faire entendre, ça va être une question de qu'est-ce qu'on veut faire dire avec le pouvoir de la plateforme qu'on a. Donc, c'est à ce point-là qu'on peut se mobiliser, puis ça ne demande absolument rien, parce que quand j'ai commencé, j'avais absolument rien pour le faire, à part de l'appui et de l'énergie des autres. C'est pas d'avoir peur de ne pas avoir un beau bâtiment, parce qu'on travaille quand même dans un beau bâtiment, c'est de se dire comment on le fait ensemble. Quelle ouverture on a pour ça. Merci beaucoup. Daniel, je sais que tu vas intervenir, mais j'irai vers... Je vais prendre 10 secondes. 10 secondes, parfait, top chrono.
À un moment donné, il y a une dame qui avait lancé une page Facebook parce qu'elle était outrée d'une situation qu'elle considérait injuste. Il y a 50 000 personnes qui ont fait like. Elle a organisé une manifestation. Là, il y avait 5 000 personnes qui ont dit qu'elles étaient là, qu'elles étaient tout seules. Fait que ça fait aussi partie de la réalité. Quand on veut organiser une manifestation, sans avoir d'impact, il faut bien l'organiser. Sans ça, on peut se discréditer. Merci. Merci pour votre patience. Je vous invite à... Oui, bonjour. Moi, mon nom, c'est Stéphane Réel. Écoutez, je suis père de 5 enfants et puis je dois vous féliciter de votre belle énergie. Je trouve ça formidable. Écoutez, moi, tout a commencé l'année passée. Je suis allé marcher avec les jeunes dans la rue l'été dernier. Puis j'ai trouvé ça tellement formidable. C'était comme une fête. Les jeunes avaient des sacs qu'ils ramassaient en même temps qu'ils marchaient les déchets dans les rues. Il y avait les commerçants avec la musique qui applaudissaient, qui dansaient. Je me suis dit, un peu comme vous disiez tantôt, c'est comme un éveil, c'est comme les jeunes qui nous disent à nous, les adultes, ben garde, il faut faire quelque chose, il faut vraiment que ça bouge et non pas juste des paroles. Tellement que moi-même, mes jeunes enfants m'ont dit, mais oui, c'est vrai, il faut faire quelque chose. Les professeurs en parlent de plus en plus dans les écoles, donc les enfants arrivent avec des questions, donc tu n'as pas le choix de répondre à leurs questions, tu ne veux pas, ça te met dans le bain. Donc, depuis le mois d'avril, j'ai décidé de m'impliquer avec la ville de Longueuil, puis aller poser des questions, aller arriver avec des choses, monter des petits dossiers, et ainsi de suite, pour faire bouger les choses. Parce que je voyais qu'il y avait des choses qui font une... Comme on disait tantôt, vous avez tout dit que, oui, il y a l'urgence climatique qui a été dit, mais c'est bien beau de dire des choses, mais il faut agir, et non agir non plus dans l'autre sens. Donc, moi, avec ma ville, j'ai vu qu'effectivement, quand une ville donne un permis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui donne un permis de polluer une ville en échange d'argent, puis c'était dans les médias, je me dis, ça va contre le fait de dire qu'il y a l'urgence climatique. Quand on déverse des milliers de quantités d'eau usée dans les fleuves, puis que j'ai fait des recherches, puis je me suis aperçu qu'il y a de nombreuses villes au Québec qui font ça, même qu'il y a des scientifiques qui appellent ça des backwash de piscine, je me dis, aïe aïe. Quand c'est juste une ville, on dit c'est pas grave, mais quand on voit qu'il y en a plusieurs, Trois-Rivières, Québec, Montréal, Chambly, tout ça, on se dit, bien, quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Après ça, on se pose la question pourquoi l'écosystème est malade, puis nos poissons meurent dans l'eau. Je pense que la question, c'est pas de faire peur aux gens. Vous l'avez tout dit, parce que quand tu as peur, tu n'agis pas correctement, c'est normal. Hein? Tout le monde a vu un film d'horreur que quelqu'un qui a une clé qui essaie de débarrer sa porte parce qu'il fuit la personne qui court après. Pourtant, c'est sa maison puis sa clé, mais c'est parce qu'elle a tellement peur qu'elle n'agit pas correctement. Fait que c'est pas le but de faire peur aux gens. Je pense que c'est de leur faire voir la réalité des choses puis arriver avec des solutions, puis tous ensemble. J'y crois fortement. La grosse chose que je trouve décevant, c'est qu'à la ville, j'ai l'impression d'être seul. Même avec l'opposition, c'est qu'on dirait que du moment que tu parles d'environnement, puis tu vas amener des solutions, puis pourtant j'en ai amené même par courriel, par écrit, avec des documentations et tout ça, c'est qu'on agit, on fait la sourde oreille. Même à tel point que quand j'arrive au micro, mettons, pour parler, on met le dernier, puis pourtant il y avait full de monde. J'arrive le dernier, on met le dernier parce qu'on ne veut pas que les gens entendent ce que j'ai à dire. Puis je trouve ça très... C'est pour ça qu'un peu que le monsieur tantôt disait, c'est que je pense que ce qu'on a besoin, c'est peut-être un rassemblement autre ou des gens qui peuvent nous aider à se rassembler, à avoir des ressources, peut-être, pour qu'ensemble, on puisse faire un noyau, puis être encore plus fort, puis dire haut et fort, bien, garde, il faut agir, puis avec des bonnes solutions. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup pour votre témoignage. Bonsoir. Juste une petite parenthèse. Vous m'avez fait vivre une belle émotion. Okay, ça m'a rappelé, parce que vous avez alimenté mon espoir. Quand j'étais jeune au cégep, je pense en 68, j'ai écouté René Lévesque qui était venu nous parler. C'était enthousiasmant, comme vous écoutez. Et René Lévesque, en 68, après ça, je me suis engagée au niveau du nationalisme jusqu'en 76. Et il y avait l'équipe gagnante. Et quand je vous regarde, je trouve que vous êtes une belle équipe. Vous êtes aussi, c'est ça, aussi enthousiasmant que ce l'était à l'époque. C'était vraiment quelque chose de fort là, au Québec, cette révolution tranquille qu'on vivait. Et là, mais c'est une autre évolution. Et vous êtes tellement inspirant. J'espère que vous parlez souvent aux jeunes,
Puis parce que ça peut changer leur trajectoire pour de plusieurs années. En plus d'avoir une autochtone avec nous, ça a pris quand même... Ça a pris quand même... ça a pris 50 ans. Ça fait 50 ans de ça. Ça a pris à peu près 50 ans pour qu'on ait un dialogue, comme s'il y avait une convergence entre les Autochtones et nous, beaucoup plus. Ma nièce vient de sortir un film qui s'appelle Kwasipan, qui va sortir bientôt au mois d'octobre au Québec. Alors, c'est sur les Inuits de la Côte-Nord qu'on ne connaît pas du tout, mais on vous découvre, puis le fait que vous soyez avec nous, puis que... En tout cas, je trouve ça très... il y a de l'espoir. Oui. Oh. Merci beaucoup, René. Cette année, on va faire une petite avis. Moi, ce que je rêve, là, c'est qu'on fasse un pays qui va s'appeler les États-Unis du Québec, qui va se faire en collaboration avec les Premières Nations. C'est ça que je veux. Je veux ça que ce soit un pays indépendant où les États-Unis du Québec, en voulant dire, ce sont des nations, des Premières Nations, qui, ensemble avec les Québécois, on fasse tous ensemble un pays. Et un pays vert et un pays où tout le monde va se sentir accueilli. Moi, je pense que ce serait la plus belle chose qui nous arriverait. Vous avez trouvé qu'on met les frontières autochtones pas mal loin parce que le territoire d'origine, si vous regardez la carte ce soir, regardez la carte de l'Amérique du Nord, on parle de l'île de la Grande Tortue, qu'on parle du territoire autochtone, mais ça comprend ces trois territoires-là. La manière qu'on divise les territoires présentement avec des limitations, c'est très imaginaire. Hein? Et vous regardez la tortue parce qu'on voit le Canada, les États-Unis et le nord du Mexique faire la carapace. Le Québec est une patte, l'Alaska une autre patte, la Floride, la Californie et la queue, c'est le sud du Mexique. Quand on regarde le territoire d'une façon autochtone, c'est un être vivant qui travaille ensemble. Quand on le regarde avec des concepts eurocentrés de division, on met des frontières, mais c'est comme un butcher block. C'est comme si on tuait et on découpait la tortue. Et quand on va faire le pays ensemble, on va trouver que les frontières imaginaires, on va les repousser pas mal loin, puis ça va vraiment faire une union. On va arrêter de vouloir se mettre dans un petit carré, on va se mettre dans une grande tortue. Alors, c'est bien intéressant. Très belle image. On va appeler ça une intestinale aussi. Mais regardez-le ce soir, vous allez voir, ça change vraiment notre vision de comment on veut faire l'environnement. Puis vous remarquerez que les sables bitumineux, là, c'est comme un gros trou noir qui se trouve au cœur de la tortue. Donc, ça envoie un message assez clair de comment il faut changer ces projets-là parce que c'est en train de gruger l'être vivant de quel on dépend nous autres. Très visuel comme histoire. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Merci vraiment beaucoup pour votre implication. Moi, j'ai été un petit peu impliquée dans La Planète s'invite tout le long de l'automne, puis jusqu'à tout récemment. Je me suis un petit peu découragée dernièrement, les 2 dernières fois où j'ai distribué des tracts dans le métro, de tant d'indifférence. Ça m'a vraiment heurtée de plein fouet. Puis je me demande, à main levée, je serais curieuse de voir qui a participé aux manifestations, parce que j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes personnes qu'ici. On est tous des gens pas mal qui avons marché ensemble. Puis je me demande, j'ai comme une impression en ce moment qu'on est comme des poules qui courent, là, pas de tête, puis il y a tellement de feux à éteindre partout. Est-ce qu'il y a des chercheurs en ce moment qui travaillent sur la question de comment arriver à convaincre les... c'est pas une question de convaincre, mais d'embarquer des gens qui sont indifférents, qui connaissent l'urgence, qui connaissent l'impact de ce que ça va avoir, mais qui préfèrent aller prendre un verre de bière ou je sais pas. Puis mon autre question aussi, c'est que quand on réussit à mobiliser plein de monde dans les rues comme on a fait, mon grand découragement, c'est que ça finit, puis tout le monde s'en va chez eux, puis qu'il n'y a rien qui s'est passé. Donc, comment arriver, après une grande manifestation, à prendre toute cette énergie qui est là pour aller vers quelque chose une action plus concrète qu'on pourrait mettre, ou je sais pas. Voilà. Merci. Peut-être donner un élément de réponse. On étudie toute la question de comment les gens changent leur opinion, changent leur comportement. Puis, il y a des gens qui ne viendront jamais dans la rue avec nous. Okay? Ils sont pas occupés à faire d'autres choses, ou ils se tiennent loin des questions politiques, ou pour toutes sortes de raisons. Okay? Le truc, c'est qu'à un moment donné, ces gens-là vont changer d'opinion, ou on va basculer vers une nouvelle normale.
Et les études démontrent que, généralement, les gens, après ça, ils ont l'impression qu'ils n'ont jamais pensé autrement. OK? C'est-à-dire qu'il y a un changement qui s'opère, et tout d'un coup, ils embrassent le changement sans se rendre compte qu'ils ont changé. C'est très, très particulier. Alors là, nous, on est là pour essayer de donner de l'information, des faits, de la science. Il faut que tu changes tes façons de faire. Et on essaie d'y aller avec la démonstration, l'argumentaire, les faits. Mais ça marche avec une partie du monde, peut-être du monde comme nous. Mais après ça, les autres vont changer parce qu'autour d'eux autres, il y a des gens qui commencent à changer. Puis, ils ne sont pas moins bons ou plus niaiseux, c'est juste que pour eux, c'est ce genre de choses-là qui va faire qu'ils vont changer. Puis, tout à l'heure, on parlait des récits. Les récits sont importants parce que si David Suzuki disait à un moment donné, dans je ne sais plus dans quel pays d'Amérique latine, il y avait une communauté autochtone qui apprenait que la montagne, c'était une espèce d'esprit de Dieu. Et cet esprit-là donnait l'eau potable, donnait les nuages, donnait plein de choses. Et donc, on protège la montagne. Tu t'en vas en Virginie, la montagne, ce que tu apprends quand tu es jeune, c'est tu t'en vas là, tu creuses, tu ramasses du charbon, puis si tu fais pas ça, tu ne vas pas être capable de mettre de la bouffe sur la table de tes enfants. Et donc, qu'est-ce que tu vois dans la montagne? Tu vois du charbon, des sables bitumineux, ça. Donc, le récit de notre rôle dans le monde est important. Puis au fur et à mesure que les gens apprennent que la montagne, c'est pas juste un puits de charbon, ou qu'ils apprennent que, peu importe ce qu'ils apprennent, que c'est peut-être normal qu'on partage la richesse entre nous, ou des choses comme ça, tranquillement, on bascule vers autre chose. Mais souvent, ça se fait autrement que par des arguments ou par leur action politique à ces gens-là. Il faut trouver d'autres façons d'aller les chercher. Fait que souvent, l'espoir, l'urgence va aller chercher des gens, puis l'espoir va aller chercher d'autres gens. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir tous ces outils-là différents pour convaincre des gens différents. Puis c'est vrai que c'est frustrant, maudit, aller distribuer des tracts dans le métro ou faire du porte-à-porte aux élections, puis les gens, ils disent « j'ai pas de voir, touche-moi pas ». Ça existe, là. C'est frustrant. Ben ouais. On l'a tous vécu. Faut pas s'épuiser. Namasté. Namasté. Monsieur Champagne, vous vouliez prendre la balle au bon, je crois? Je veux juste témoigner de quelque chose. Quand moi, je suis devenu militant, on va dire, quand les gazières de schiste sont débarqués dans mon patelin. Je suis allé à une soirée d'information, j'ai été foudroyé d'indignation, puis je me suis retrouvé... J'étais tellement en crise que j'ai fait une colère hallucinante, et là, je me suis trouvé en première page du Devoir le lendemain. Je avais l'air tellement tabarnak que je me suis même pas reproduit. Et ma réaction suite à ça, informé, je me suis planté devant le métro, l'épicerie du village à Deschaillons, en voulant faire signer une pétition pour protéger notre eau. Puis tout le monde me regardait comme si j'étais un éco-terroriste. Et les gens, là, j'ai rencontré des gens qui savaient pas, qui n'écoutaient pas les nouvelles, qui ne savaient pas écrire leur nom. J'ai rencontré l'ignorance. J'ai imprimé un prospectus que je suis allé passer avec mes garçons dans toutes les maisons au village. On a tenu une assemblée de cuisine un vendredi soir. Il y avait 4 personnes. 2 ans plus tard, on a fait une manifestation. Daniel était là, Patrick était là, sûrement Karel et Mélissa aussi. On était 15 000 personnes dans la rue de Montréal. 1 an plus tard, on était 300 000 personnes et on les a arrêtés. Une industrie extrêmement puissante qui devait se payer comme représentant l'ancien président d'Hydro-Québec. Après ça, c'est l'ancien premier ministre du Québec qui sont devenus leurs représentants. Ils n'étaient pas du bon bord de la clôture et on ne les a pas lâchés. Cet été, là, il y a une loi, on les a arrêtés. Cet été, ils décident de revenir. Ils font une présentation, une journée d'information publique pour gagner l'acceptabilité sociale un samedi 8 juillet dans un club de golf. Pour être sûr que personne vienne et qu'il puisse dire, bon, on a présenté notre projet, mais il n'y a personne qui a refusé. Le mot s'est su, c'est passé entre nous. On était une quarantaine à se présenter et avant d'aller, là, on s'est retrouvés dans ma grange chez nous et on frétillait comme des Gaulois, qu'il y a des Romains tout frais qui arrivent en disant. Et on voyait à quel point on se sentait tout à coup souverain sur le territoire qu'on occupe. Puis là, on est allé leur parler en disant, là, tu veux-tu nous choquer? Parce que si tu nous choques, on va se choquer, et ça passera pas, tu foreras pas, il n'y en aura pas de retour du gaz de schiste dans la région. Alors, faites-nous pas perdre notre temps. Ce que je veux dire, c'est qu'on a pu commencer une poignée, mais aujourd'hui, on se sent communément souverain. Et là, je donne un exemple, mais il y en a. Et bien sûr que la situation est critique, parce qu'on n'est pas tout à fait au pouvoir, on est capable de bloquer des trucs, mais il y a encore beaucoup de trucs mortifères qui continuent d'avancer. Mais il ne faut pas se décourager. Puis par moment, effectivement, quand la fatigue nous gagne, ben, je pense qu'il va avoir le temps de méditer et de dire namasté. Je vais conclure sur Dominique. Je vais pas physiquement, je vais remonter ce que tu viens de dire.
nous autres, en 2012, on se faisait surveiller par la police secrète canadienne, I Don't Know More, le mouvement. 5 ans plus tard, le gouvernement canadien dit ceux à suivre sur les médias sociaux, ce sont les membres de I Don't Know More. Fait qu'à un moment donné, c'est vu comme un danger, comme quelqu'un qui amène des insanités ou des mêmes, est-ce que c'est un éco-terroriste? Et 5 ans plus tard, il dit ils avaient raison, ils ont amené du bon. C'est de dire, dans le moment, des fois, ça peut être vraiment désespérant. Puis 5 ans plus tard, il t'envoie des fleurs, le pot avec, puis il ne faut pas lâcher. Je sais que c'est difficile, c'est effrayant. Parce que nous autres, on est arrivés, en plus, c'était après 2012, fait qu'on on a vu les mobilisations étudiantes, on s'est dit, s'ils tapent sur leurs propres enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire à une gang d'Autochtones dans la rue? C'est de dire que des fois, on va même dans des choses qui sont très effrayantes, très anxiogènes, mais quand tu vas dans l'espoir, puis avec le bien de tous à cœur, tu ne peux pas te tromper. Puis comme tu l'as dit, Dominique, des fois, t'es 5, mais après ça, t'es 50, tu sais. Fait que c'est pas de lâcher, puis ça sert les manifestations, c'est de se rencontrer ensemble, de se dire, on pense tous pareil, même si des fois on est répandus sur le territoire. Et une fois de temps en temps, on se voit et on se dit, good, on continue, tu sais, ça donne de l'énergie. Fait que lâche pas, c'est vraiment important comme travail, là. Je veux pas que tu abandonnes parce que tu te sens tout seul. T'es pas tout seul. On va être 300 000 le 27. On va être tout seul. Monsieur Bonheur? Je pense que c'est un phénomène tout à fait normal et il faut en être conscient, il faut faire attention, il faut aussi savoir où on veut s'investir, comment on veut le faire. Parce que moi, je donne l'exemple de 2002, j'étais à l'université, sciences de l'environnement, je roulais à vélo avec un masque pour sensibiliser les gens à la pollution. Je cognais dans les fenêtres des chars, le moteur roulait, puis là, je sensibilisais les gens un par un. Ça peut devenir extrêmement demandant et il faut choisir ses stratégies. Et là, je ne le fais pas, je fais d'autres choses parce que je pense qu'il faut choisir puis il faut voir dans quoi on est plus à l'aise. Mais il faut garder en tête que ce qu'on fait, on ne sait jamais comment ça s'insère dans une mobilisation qui change. Quand on parle de mobilisation de changements sociaux, il faut qu'on atteigne des points de bascule. Dominique parlait des études macro au niveau international qui ont regardé comment les gouvernements se sont fait renverser de manière pacifique et qu'est-ce que ça prenait comme mobilisation, et c'est moins de 3% des gens. Donc c'est pas vrai qu'il faut aller chercher un 50% plus 1 pour faire un changement social. Il faut aller chercher ce noyau de gens motivés-là qui vont créer cet effet d'entraînement-là, qui vont faire en sorte que ça devient inacceptable, par exemple, la cigarette ou des projets pétroliers ou autres, qui vont créer des manifestations comme sur le Surroi où, bang, au mois de février, on se retrouve à être 7 000 dans la rue alors qu'on n'était pas certain d'avoir du monde et que là, tout a changé. Le Québec s'est lancé par la suite, a bloqué des projets, s'est lancé dans des plans d'action, dans l'éolien qu'il n'y en avait pas. Donc, on ne sait pas comment cette mobilisation-là peut changer et comment on peut inspirer d'autres gens aussi. Et ça, c'est super important. Vous avez le PAC, vous avez des mobilisations au Québec et le reste du Canada. Moi, je travaille pour Greenpeace Canada. Je vous jure qu'ils nous demandaient qu'est-ce qui se passe au Québec. On ne comprend rien. Comment vous faites ça? Expliquez-nous. Et on les a tellement inspirés, et ils voient aller le Québec comme leader, qui ont lancé entre autres un New Deal vert, ou le Green New Deal, qui vise à rassembler justement des acteurs de différents secteurs, pas juste les environnementalistes, les Premières Nations, un enjeu de justice sociale, aller chercher les gens qui se battent, qui luttent contre la pauvreté, qui luttent contre l'immigration, contre les personnes racisées, qui luttent pour justement l'accès au logement social, au niveau de la santé, et de faire en sorte que ces gens-là se rassemblent, développent une vision et créent justement un projet de société. Là, il faut faire deux choses. Il faut bloquer les projets, puis il faut pousser sur les solutions, et on sait qu'il faut qu'on aille chercher d'autres gens aussi, qu'on les embarque, qu'on collabore, et qu'on fasse d'une pierre plusieurs coups. Et là, vous avez maintenant, c'est un peu en dormance à cause des élections, cette idée de New Deal vert, mais ça nous prend des gouvernements qui investissent massivement. Il faut faire un changement, là. 12 ans, ça veut dire qu'il faut couper les émissions mondiales de moitié. Couper les émissions mondiales de moitié en 12 ans. On ne fera pas ça de même si on n'a pas un gros projet, si on n'investit pas massivement. Donc là, vous avez des choses à faire. Vous avez le 27, tout le monde, faites quelque chose. Dans la rue, allez sur Internet et regardez, il y a 1 million d'activités qui vont se passer le 27. La grosse activité, c'est à Montréal. Après ça, vous avez, nous, on organise une grande murale fresque artistique le 5 octobre. Ceux qui s'intéressent, allez voir, inscrivez-vous, signez le pacte, tenez au courant, ayez de l'information. Extinction Rébellion fait une semaine de mobilisation le 7 octobre par la suite. Après ça, vous avez les étudiants qui vont se mobiliser pour faire sortir le vote, pour inviter les gens à voter.
Et après les élections, c'est sûr qu'on ne ralentira pas, parce qu'on rentre dans le cycle de l'accord de Paris, qui prévoit qu'en 2020, tous les pays se réunissent autour de la table et fassent le point sur l'accord de Paris. Est-ce qu'on est en voie de respecter le 1,5 degrés Celsius? Clairement pas. On s'en va vers 3 degrés Celsius. Et là, tous les pays vont être forcés d'ici 2020, novembre 2020, à se doter de cibles plus ambitieuses, donc des objectifs plus ambitieux, puis d'arriver avec des plans. Et partout sur la planète, tout le monde va se mobiliser, et tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas, de manière très concrète, une certitude qu'on va être sur la bonne voie au niveau international, au niveau domestique, il va falloir qu'on continue à se mobiliser. Et ce que vous voyez comme mobilisation là, dites-vous en tête que c'est une spirale ascendante, et il faut faire en sorte justement, et c'est déjà en cours au Québec, on est les plus mobilisés au monde ou presque, on faut faire en sorte qu'on atteigne ce point de bascule-là, pas climatique, mais de mobilisation. Mais il faut se garder en effet de l'énergie, pas penser que tout repose sur nos épaules, de voir qu'il y a plein de gens qui sont là, qu'on travaille en collaboration et de faire ce que vous aimez faire aussi, ce qui vous donne de l'énergie et peut-être mettre de côté ce qui vous gruge davantage d'énergie. Bien, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. On aurait pu passer des heures et des heures. OK, Daniel. Le mot de la fin pour Daniel. Oui, mot de la fin. Peut-être à la fin. Des mobilisations et des événements où il n'y a pas grand monde. Moi, j'ai fait le tour du Québec à plusieurs reprises et je peux te dire que participer à des événements où j'ai fait 400 km, j'arrive dans une salle, il y a 8 personnes, j'ai fait ça. Et je peux te dire que c'est rough. Quand j'ai commencé à parler de véhicules moins polluants, il y a presque 20 ans dans les médias, écoute, je pense que j'aurais eu des antennes sur la tête, ça aurait été pareil. Et aujourd'hui, je regarde au Canada, le Québec et la Californie du Canada. C'est-à-dire que plus de 50% des véhicules électriques qui circulent au Canada sont au Québec. Fait qu'on a clairement l'avance sur le reste du Canada. Et c'est pas en Ontario, pourtant où il y a une industrie automobile très développée, c'est pas en Colombie-Britannique, c'est pas en Alberta, où on construit des camions, des autobus scolaires, des vélos, des motos, des bateaux électriques. C'est au Québec. Le Québec est un leader parmi les leaders dans le monde en électrification des transports. Pourtant, quand tu lis certains médias sociaux, moi j'écris dans le Journal de Montréal sur l'électrification des transports, sur des sites web où je me fais allègrement insulter. Mais avant, alors que j'étais tout seul à me faire insulter, aujourd'hui il y a des gens qui me défendent et qui disent non, ce qu'il dit ça a de l'allure. Il faut aller dans ce sens-là. Fait qu'il y a un mouvement. Ça part souvent d'une crise. Tu sais, Dominique, il l'a dit très très clairement. Il dit moi, mon militantisme a commencé une journée quand une gazière qui est débarquée chez nous. Ben, tu sais, le bataille du Barabasca, moi, il y a des gens que je connais qui n'étaient pas militants, pas en tout. C'est juste parce qu'il y a quelqu'un qui est débarqué chez eux et dit écoute, on va te tasser, là. Fait que souvent, ça part d'une crise. Mais une chose est sûre, c'est que, comme le disait très justement Karel, les gens, un coup, qui ont passé cette étape-là, ils ne reviennent plus en arrière, puis ils ont peine à se rappeler qu'ils étaient comme ça avant. Fait que c'est extrêmement intéressant. Donc, oui, des fois, c'est rough, c'est vrai. Mais une chose est certaine, c'est que cette énergie-là que tu mets, que tu as mis, qui est des fois difficile, je le sais, je peux en témoigner, on peut tous en témoigner, c'est jamais perdu.